Chères consoeurs, chers confrères, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Aurélie Talbot, je suis conseillère au sein du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Normandie et je fais partie du groupe de travail Marché privé et défense du consommateur. Pour ma part, Saël Coquentin, vice-président du CROA Normandie et référent du groupe de travail marché privé et défense du consommateur. Nous vous remercions pour votre présence à ce nouveau rendez-vous, conçu pour vous apporter des réponses opérationnelles sur des problématiques récurrentes de l'exercice. Aujourd'hui, nous abordons le thème du recouvrement des honoraires, un sujet qui touche directement à l'équilibre économique de nos agences et à la solidité des relations contractuelles que l'on a avec nos maîtres d'ouvrage. Il est utile de rappeler que dans le cadre d'un marché privé, le maître d'ouvrage particulier est juridiquement considéré comme un consommateur. Cette qualification implique des obligations renforcées pour l'architecte, mais elle offre aussi un cadre protecteur pour les impayés éventuels. Depuis plusieurs années, le Conseil régional de Normandie est destinataire d'un nombre croissant d'alertes concernant des notes d'honoraires impayées. Nous constatons que ces situations résultent souvent de contrats insuffisamment sécurisés, de causes de règlement lacunaires, d'échelonnements de paiement inadaptés, d'un défaut d'explication ou de communication, et de l'absence d'une cause de conciliation ou de médiation préalable. Notre objectif ce soir est de structurer ces enjeux et de rappeler les réflexes essentiels pour se protéger, prévenir les litiges et activer des solutions amiables. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Stéphanie Rattel. Bonsoir. Maître Guillaume Ranty. Bonsoir. Donc commissaire de justice et membre de la Chambre régionale de Rouen, ainsi que Carole Deveau, juriste au service protection juridique de la MAF. Leurs interventions rythmeront ce format avec des séquences courtes et ciblées suivies d'un temps d'échange. On abordera notamment donc, les moyens de prévention de l'impayé et les pièges à éviter, les outils, les réflexes et le process pour le recouvrement des honoraires et le déroulement de la procédure. Afin de capitaliser sur ces apports, la rencontre est enregistrée en audio et en vidéo. Cette captation a pour finalité de constituer une ressource exploitable pour la profession. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole. Donc le préalable nécessaire pour gérer efficacement les impayés, c'est d'avoir un contrat et un contrat signé. Donc ça peut paraître basique, mais en fait on a de nombreux cas où il n'y a pas de contrat, ou sinon le contrat existe mais il n'a jamais été signé. Donc l'importance d'avoir un contrat signé, alors déjà c'est une obligation déontologique pour vous. Et même si le contrat n'est pas une condition de validité de l'engagement, puisque vous pouvez avoir un engagement oral dès lors qu'il n'est pas contesté avec le maître d'ouvrage, le Code civil de toute façon impose que pour les créances de plus de 1 500 €, il faut qu'elles soient prouvées par écrit. Donc la conséquence en fait de ne pas avoir de contrat signé, c'est que vous allez avoir une créance qui va être imparfaite et donc il va falloir avoir un certain nombre d'éléments que vous allez devoir regrouper pour pouvoir prouver que vous avez eu un accord avec le maître d'ouvrage. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des commencements de preuve par écrit. Donc ça va être par exemple des mails, ça peut être des échanges de courriers, ça peut être aussi la preuve d'un dépôt de permis de construire qui a été signé par le maître d'ouvrage. Ça peut être également le paiement d'un acompte sur vos honoraires. Donc ça, c'est des éléments en fait, qui vont permettre de prouver qu'il y a eu un accord à un moment donné sur votre mission. La difficulté et les litiges portent essentiellement sur 2 points. C'est l'étendue de votre mission. En fait, ça va être de prouver que vous avez eu un accord sur l'étendue de votre mission. Donc là, à la rigueur, ça va être plus facile puisque si vous avez déposé un permis de construire, ça va servir de preuve, les mails, comme je vous disais. Et là, le plus gros contentieux où c'est un peu plus compliqué et plus risqué pour vous, c'est l'accord sur le montant de vos honoraires. Souvent, en fait, vous avez des mails, des preuves, des prestations qui ont été accomplies et qui sont utilisées par le maître d'ouvrage, donc qui permettent effectivement de prouver que vous avez eu un accord sur l'étendue de votre mission. Par contre, souvent, sur le montant des honoraires, il n'y a rien. Et là, la difficulté, c'est que si jamais vous allez devant le juge, et le juge en fait, va directement fixer votre rémunération. C'est-à-dire que c'est lui en fait, qui va décider si votre prestation, en fait, ce que ça vaut. Et donc, c'est pas parce que vous demandiez, par exemple, 10 000 que vous aurez 10 000. Le juge peut considérer que ça vaut, en fait, 7 000. Donc, c'est le risque le plus important. Et après, le second risque, c'est que vous puissiez engager votre responsabilité. Donc, on a des décisions qui ont été en ce sens, où, en fait, l'architecte a été
sa responsabilité a été engagée. Il a été condamné à des dommages et intérêts, puisqu'on a considéré que le fait de ne pas avoir de contrat signé, en fait, était un défaut de son devoir d'information vis-à-vis du maître d'ouvrage. Et donc, c'était une perte de chance pour le maître d'ouvrage de pouvoir avoir de pouvoir comparer en fait des devis avec des architectes et de pouvoir négocier. Donc, il y a des architectes qui ont été condamnés. Donc, c'est important, non seulement pour pouvoir gérer efficacement un impayé, d'avoir un contrat signé, mais également pour vous protéger vis-à-vis de votre responsabilité. Ça, c'est le préalable. Et donc, dans l'idéal, quand on a un contrat signé, il faut un contrat signé avec un certain nombre de clauses pour pouvoir, qui soit bien rédigé, pour pouvoir justement gérer ensuite efficacement l'impayé. Donc, je vais laisser la parole au commissaire de justice. Est-ce que vous fournissez des contrats types? Alors, nous, on ne fournit pas de contrat type, mais on les renvoie au contrat type de l'ordre, qui normalement ont toutes les clauses nécessaires. Voilà, fortement. Et ensuite, un écrit, c'est impératif parce que ça vous couvre vous, mais surtout pour que nous, derrière, on puisse agir si malheureusement vos honoraires ne sont pas recouvrés, eh bien, c'est surtout de bien identifier avec qui vous contractez. Il faut impérativement avoir l'identité complète de votre client. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Une société. La société Tarte à la fraise. Ça n'est pas la société Tarte à la fraise 2. Et si c'est une SARL, ce n'est pas une SAS. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout demander un cabis à votre client et de bien reprendre les mentions du cabis, la forme juridique et le nom. Attention, dans un nom, vous pouvez également avoir des fois, vous savez, un point ou un tiret ou un logo. Le nom tel qu'il figure au cabis est très important parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, ensuite, d'obtenir soit une décision de justice, parce qu'on vous dira à peu près comment on peut les obtenir, et surtout de recouvrer, de pouvoir obtenir des informations pour pouvoir faire en sorte d'avoir un recouvrement forcé efficace. Ça, c'est pour les sociétés. Et bien sûr, de bien noter le bon siège social. Après, vous pouvez également contracter avec des particuliers. C'est pareil. L'identité d'une personne se compose de son nom de naissance, de ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, et de ses dates et lieux de naissance. Parce qu'il n'y a pas plus populaire qu'un Martin Dupont. Voilà. Mais si vous contractez avec un Martin Dupont, sans autre précision, malheureusement, nous, s'il n'y a pas d'exécution, si on obtient une décision de justice et que derrière, la personne n'exécute pas de manière volontaire, eh bien pour essayer de récolter des informations, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc surtout, il faut impérativement, avoir un écrit, respecter le schéma de vos obligations professionnelles et surtout de bien identifier les personnes avec lesquelles vous contractez. Parce que nous, derrière, ça va nous permettre d'avoir un travail beaucoup plus efficace. Alors, on peut aller au-delà, si on veut sécuriser la relation et définir un peu plus les parties qu'on a en face, que vous avez en face de vous. On parlait des noms de famille, il y a certaines communautés, ça peut être un peu compliqué, comme des Portugais. Parce que les Portugais rajoutent, vous pouvez avoir 4 noms, et vous ne savez pas dans quel ordre. Si vous pouvez avoir des renseignements d'état civil supplémentaires, c'est bien aussi. Date et lieu de naissance, comme ça, là, ça permet de figer tout de suite. Nous, quand derrière, on est dans le cadre d'une exécution d'une décision de justice, on a besoin de ces renseignements-là. Les prénoms, nom de famille, date et lieu de naissance. Ça, c'est vraiment la base de beaucoup de choses. Pour revenir aussi sur les sociétés commerciales ou non, il faut se méfier des enseignes. Parce qu'il y a certains contractants que vous connaissez par une enseigne. Ce n'est pas forcément sa dénomination sociale réelle. Donc il faut arriver à vous obliger dès le début de la relation d'avoir de bons renseignements. Parce que si les renseignements ne sont pas complets, votre contrat ne le sera pas non plus. Et là, vous allez perdre des chances pour la suite. N'hésitez pas à demander à votre client un extrait cabis. Ouais, allez chercher vous-même aussi. Bonsoir, parfois j'ai des clients qui ont des sociétés en cours de constitution. Comment dois-je faire? Eh bien, votre contrat, il va falloir, prévoir un avenant ou alors le décaler peut-être dans le temps, parce qu'une constitution de société, c'est pas forcément si compliqué
est si long. Mais en cours de constitution, potentiellement, ça peut être un peu risqué, oui. Nous, on le voit souvent dans des procédures relatives à des loyers impayés, où on a un contractant qui signe un bail, et puis derrière, il ne se passe plus rien. Mais il est quand même dans les lieux. Ou alors, prendre la précaution de peut-être faire porter le contrat par le représentant légal. C'est-à-dire que la société est en cours de constitution, mais monsieur Jean-Paul Dupont, lui, sera le PDG, et c'est lui qui contracte au début, avec une Avec une substitution derrière. substitution de prévu. Contracter avec la personne physique quand c'est comme ça. Mais surtout, n'oubliez pas de demander ou de vous-même lever le cabis une fois que la société est constituée. Parce que bien souvent, on signe, on est content, et puis on commence son travail. On est tous un peu impatients, et on oublie. Pour le dépôt de PC, il faut le SIRET. Alors, Donc voilà. et quand vous allez faire une recherche sur société.com, Papers, vous pouvez aussi trouver d'autres informations. Parce que éventuellement, vous aurez des alertes en cas de procédure collective, redressement, liquidation judiciaire. Et vous aurez comme ça la bonne dénomination, éventuellement les autres établissements, et puis souvent, vous avez l'arborescence de la direction. Et aussi les liens qu'il peut y avoir avec d'autres sociétés. Donc des fois, on remonte comme ça l'échelle, et puis on tombe sur quelqu'un, on se dit « Ah, ça, c'est moins rassurant ». Et ça, c'est nos réflexes à nous. On est plutôt... On peut avoir tendance à voir les choses un peu sur le côté mauvais côté, parce que on est face à des gens qui doivent de l'argent, ce qui est une chose qui arrive à tout le monde. Il y a une toute petite partie de ces gens-là qui sont malhonnêtes ou de mauvaise foi. Mais c'est souvent les mêmes qu'on rencontre. Donc on a des réflexes, nous, qui sont peut-être un peu trop sécuritaires, mais il faut que vous, dès l'entrée en relation, que vous ayez vraiment tous les éléments qui concernent là où il est parti, quoi. C'est vraiment la base. C'est dès le départ. C'est dès le départ où il faut impérativement bien ficeler votre contrat. Et surtout, je pense que vous allez en parler, quand il y a des travaux supplémentaires, etc., vous faites un petit avenant et il est signé. Parce que sinon, on se retrouve devant la même difficulté si c'est cet avenant-là qui n'est pas payé. Donc, surtout, ça n'entachera jamais votre relation commerciale avec votre client. Non. Ça montrera simplement que vous êtes précautionneux et que vous faites les choses de manière carrée. Voilà. Et ça ne demande pas trop de temps non plus de devoir signer un avenant quand on est sur la construction d'une maison, d'un bâtiment ou autre. Juste pour introduire la matière, je vous poserai bien une question. Est-ce que vous connaissez le nombre de vos impayés ? 5. D'accord. Vous connaissez l'encours que ça représente, la somme ? 15 000 €. 15 000 €. Idem, entre 15 et 20. D'accord. Mais vous connaissez l'étendue de vos impayés ? Je n'ai pas toujours pris la précaution ni de faire signer des TS. J'en ai un où je n'ai même pas de contrat. C'était à la confiance depuis le début. Est-ce qu'on peut se permettre de Et travailler encore la confiance ? il a réglé. La confiance n'empêche pas le contrôle. Ouais. C'est une petite phrase toute faite, mais ne l'oubliez pas. Mais ça... Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors quel que soit, ça dépend de la taille aussi de la structure. Si vous êtes un architecte avec un collaborateur, vous êtes en prise directe avec toutes les matières, y compris la comptabilité. Quand c'est un gros cabinet, l'impayé, en règle générale, c'est un peu le mal-aimé dans une société. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc on rejette ça sur la comptable en lui disant vas-y, surveille les impayés. Mais c'est une chose de les surveiller. Après, faire la relance et le recouvrement des impayés, ça c'est un petit peu différent. Donc là, ça nous permettait peut-être de voir d'aborder le côté relationnel avec le client. Parce qu'un client vous fait travailler, peut-être que demain, il vous confiera une autre mission. Sauf que si vous ne le payez pas, ce n'est pas un bon client. C'est pas un client. Il faut trouver le moment où vous allez commencer à vous fâcher et hausser un peu le ton, lui dire bon, là, ok, j'ai tant de situations de retard, j'ai telle somme qui est impayée. Et préserver la relation avec le client tout en étant capable de lui montrer qu'on avance. Vous avez en face de vous plein de gens différents, que ce soit des particuliers ou des sociétés. Vous avez celui qui est de mauvaise foi. Bon, là, la cause est entendue, il est malhonnête.
c'est une chose. Vous avez ceux aussi qui sont un peu pris de court parce que financièrement, la trésorerie, c'est pas ça. Et la plupart du temps, ceux-là payent au plus pressant. S'ils ont un créancier qui est là et qui pousse, là, ils vont payer. Les créanciers qui poussent, d'habitude, c'est beaucoup plus les dettes sociales. Parce que là, on sait un peu la sanction qu'on peut avoir si on ne règle pas ses dettes sociales. Donc, il y a une gradation au niveau de vos débiteurs. Enfin, j'emploie le mot débiteur, mais oui, ils sont vos débiteurs parce qu'ils vous doivent de l'argent. Et il faut savoir le moment où vous allez basculer et vous allez passer dans une sorte de précontentieux. Voilà. Mais on peut très bien faire du recouvrement et relancer les gens sans se fâcher avec eux. Est-ce que vous avez mis en place dans vos structures un process? Est-ce que c'est quoi? C'est un coup de fil? Est-ce que c'est une lettre recommandée? Est-ce que c'est une mise en demeure? En principe, nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas perdre trop de temps. Quand vous voyez qu'il y a un blocage, et si vous n'arrivez pas à déterminer le blocage, parce qu'il y a peut-être une raison, c'est peut-être une question de personne, ou on ne s'est pas bien compris, ou alors là, je suis mal pris, je ne peux pas payer, je paierai le mois suivant. On peut entendre quelques promesses, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter, c'est tout. Le temps joue contre vous. Parce qu'à un moment donné, votre créance risque d'être prescrite. Et puis, plus le temps passe, dites-vous que plus la situation de votre client, de votre débiteur, risque de se détériorer. Donc, ne laissez pas traîner, en fait, surtout. Et puis si en plus vous continuez à travailler, vous augmentez en plus le montant de l'impayé. Donc une somme qui au départ était 2 000, à la fin on peut se retrouver à 15 000 et 2 000 peut-être qu'on pouvait le recouvrer. 15 000 ça peut devenir compliqué par exemple pour un particulier. Et encore une fois, la prescription, faut pas oublier que pour les particuliers, elle est extrêmement courte, elle est de 2 ans. Et c'est 2 ans à compter de la remise des prestations que vous facturez. C'est pas à 2 ans à compter de l'émission de votre facture. Donc, par exemple, ça arrive que des fois, vous remettez vos prestations, par exemple, en décembre 2024 et des fois, vous facturez 1 an après. Déjà, on a perdu 1 an. Donc, c'est très court quand il faut recouvrer. Si en plus, on a des conciliations obligatoires, le temps peut rapidement jouer contre vous et une fois qu'il y a la prescription, on peut plus rien faire. Donc c'est important et aussi faut pas hésiter à utiliser, notamment si vous prenez les contrats types de l'ordre, vous avez des clauses, notamment la clause de suspension, qui peut être une clause justement qui peut vous permettre de dire stop quand vous avez un client qui paye pas, de suspendre votre mission parce qu'il y a des impayés et c'est aussi un bon moyen de pression vis-à-vis de votre client. Donc ça fait partie des clauses qu'il faut dans la mesure du possible, intégrer dans votre contrat. Donc là, vous pouvez prendre le contrat type de l'ordre. J'ai dû vous poser la question, au niveau déontologique, est-ce que vous avez un droit de rétention sur les pièces et les éléments? La question se pose notamment pour le permis de construire. J'ai le cas, je pourrais bloquer donc, le permis en instruction. Le service demande des pièces complémentaires. Je pourrais bloquer aujourd'hui en ne donnant pas ces pièces-là, mais ce qui pourrait remettre en cause le délai total. J'ai lu sur internet que ça pouvait mettre moi dans la panade parce que je bloque une procédure en cours. En fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que vous avez effectivement des clauses, notamment clauses de suspension, résiliation, qui sont des clauses qui vous permettent justement de vous protéger. Mais en même temps, nous, on dit aussi attention, c'est à manier avec précaution. Parce que l'idée, après, c'est pas que ça se retourne contre vous. Donc, de toute façon, dans les clauses de suspension, c'est pas, vous appelez pas votre client, vous envoyez pas un mail d'un coup en disant j'arrête tout, je fais plus rien. Il faut déjà l'informer au préalable, donc ça veut dire lui envoyer, faire déjà une première relance, après envoyer une mise en demeure. D'ailleurs, souvent dans la clause type, c'est prévu qu'elle envoie une mise en demeure pour lui rappeler ses obligations, donc notamment le paiement de vos honoraires, en lui laissant un délai. Et c'est qu'à l'issue de ce délai que vous envoyez un second recommandé pour mettre en œuvre la suspension. Donc c'est quand même une procédure qui est un peu lourde. Et effectivement, il faut faire attention que derrière, on ne vous reproche pas non plus d'avoir mis en péril et qu'il y a un refus de permis de construire parce que vous avez fait de la rétention. Donc, c'est, encore une fois, je pense que c'est toujours le bénéfice-risque qu'il faut prendre. Il n'y a pas une certitude, il n'y a pas eu de jurisprudence qui montre que un arrêt de permis s'est passé avec certains confrères ou tous les confrères qui ont essayé de bloquer des permis en cours
ont été, ça, vous n'avez pas d'exemple Non, précis, j'ai pas d'exemple spécialement en tête. Après, oui, après, c'est toujours du cas par cas, en fait. En fait, c'est toujours difficile de dire, d'en faire une généralité. Ça va être du cas par cas. Ça, il faut voir effectivement s'il y a déjà eu des alertes. Et puis, voilà. Aussi, ça peut être le montant. Il faut voir aussi le montant de l'impayé, parce que si on est sur des montants assez modestes, même si ça peut être important pour vos structures, derrière, le risque peut être beaucoup plus important. Donc, c'est aussi à mettre ça dans la balance et peut-être aller au bout du permis de construire, en tout cas pour qu'il soit instruit. Et après, effectivement, rapidement enclencher les mesures pour le règlement de vos honoraires et peut-être suspendre éventuellement votre mission à l'issue, en fait. Sauf si vous avez une mission partielle que de permis de Oui, construire. alors je pense qu'on en reparlera après, mais on en reparlera certainement après, c'était voir. Après, imaginons qu'on ait bossé plus que de raison, qu'il est en possession de plein d'éléments. On arrête, on essaye de recourir à nos honoraires. Cette personne a quand même entre ses mains des pièces avec lesquelles il va pouvoir lancer des chantiers, faire. On Ouais. verra certainement après, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer ça en termes de droit à l'image, droit à. C'est pour ça que je posais la question. Parce que le droit de rétention, nous, on en a un sur nos pièces, sur les actes qu'on peut fournir. Un garagiste qui fait des travaux peut tout à fait avoir un droit de rétention sur le véhicule. Il y a tant que je ne suis pas payé, je ne restitue pas. Donc, mais là aussi, vous avez un équilibre. On a le droit d'auteur, ça c'est sûr, je pense, mais de quel droit d'auteur jouer ça? Alors attention avec le droit d'auteur, il faut que c'est un sujet délicat, le droit d'auteur, il faut que vos plans, il y ait une originalité. Donc, parce que par exemple, construire une maison dans un lotissement, il n'y a pas forcément d'originalité et de droit d'auteur. Donc, il y a vraiment cette notion de droit d'auteur, en fait, alors ça peut être sur vos plans, ça peut être sur les matériaux utilisés. Donc, pour qu'il y ait le droit d'auteur, voilà, il y a vraiment cette notion d'originalité. Donc, c'est pas forcément automatique. Vous êtes en train de me dire qu'on a travaillé pour des gens qui ne payent pas, mais qui peuvent repartir avec des. Non, c'est pas ce que je vous dis, je vous parle juste du droit d'auteur. Sur la notion de droit d'auteur, c'est pas forcément automatique. Après, il y a de la jurisprudence sur le fait que si vos honoraires n'ont pas été payés, normalement, vos clients n'ont pas le droit d'utiliser vos plans. Après, il faut voir également dans votre contrat, une fois que vous avez été payé, s'il y a une cession, effectivement, voilà, de vos plans, de vos travaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la jurisprudence qui dit que tant que vous n'êtes pas payé de vos honoraires, ils ne peuvent pas utiliser vos plans. Ça, c'est sûr. Ça, Oui, mais après, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on essaye à l'amiable. Voilà, nous, en tant qu'assureur, on intervient, par exemple, on envoie des mises en demeure. Et après, quand ça aboutit pas, effectivement, on passe à la phase supérieure. Donc, c'est avec un avocat. Donc, soit, effectivement, on arrive à obtenir quelque chose à l'amiable, sinon, on est au judiciaire. Voilà. sympa. Et vas-y. Et est-ce que vous pouvez préciser le coût de ces interventions Il doit y avoir un coût? Il y a un coût. Après, là, nous, c'est en tant qu'assureur, donc c'est pris en charge au titre de l'assurance. Enfin, on a un barème, donc après, ça dépend de la procédure, ça dépend des démarches de l'avocat, ça dépend de plein de choses. Donc, je peux pas vous donner un coût comme ça. Ça dépend des procédures, mais on a pour plusieurs milliers d'euros, mais c'est pris en charge par l'assurance, en tout cas pas chez nous. Est-ce que vous pouvez revenir sur le droit de rétention? Moi, j'imagine qu'on puisse se faire payer au moment de la signature du dossier de permis de construire, quand on est limité au permis de construire, et que tant qu'on n'a pas été réglé, on ne dépose pas ce permis de construire. Est-ce que c'est légal? Si c'est prévu dans votre contrat, il n'y a pas Ouais. de, Il y a pas aucune de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Mais quand nous, on déconseille, alors nous, en tout cas, la MAF, on déconseille pour la ventilation de vos honoraires, et notamment pour le permis de construire, il faut penser à prévoir quand même un règlement au moment du dépôt et de la remise du dossier permis de construire, parce qu'en fait, si vous prévoyez juste un règlement au moment de l'obtention du permis de construire, le risque, si jamais il y a un refus pour lequel vous n'êtes pas responsable, ça peut arriver, pour ce qu'on appelle des motifs dits subjectifs, donc qui ne sont pas du tout liés voilà, à des règles d'urbanisme, ou en tout cas vous n'en êtes absolument pas responsable, le risque c'est que vous ne soyez pas payé en fait. Oui, c'est pour ça que je préconise de se faire payer avant. C'est ça, et donc il faut bien Exactement, dans le on a une obligation de résultat. Si on doit modifier des pièces
qui sont dus à notre Oui, ça, responsabilité vous devez le financière, faire. on le fait de Ouais. toute Mais façon. du coup, il faut bien que ça soit prévu dans votre contrat et quand vous ventilez, voilà, dans la ventilation de vos honoraires, vous mettez bien l'heure du dépôt. Est-ce que vos usages, c'est d'accomplir une mission, de facturer, de vous faire payer, ou est-ce qu'éventuellement, vous pouvez demander un acompte ou une provision? Parce que la provision, c'est quand même... Nous, on travaille comme ça. Hein? Parce que, Oui. on va vous le dire, on ne devrait pas, mais il y a des gens qui ne nous payent pas. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Mais en fait, on me permet d'interrompre que dans beaucoup de questions, on parle des sujets des différents contrats. On parlait du permis de construire, mais je pense que dans les plans du permis de construire, il est indiqué que les plans ne sont pas destinés à la construction. Donc, déjà, c'est une des premières choses. Ensuite, dans le contrat, il y a toutes ces phases qui sont clairement identifiées. Donc, je pense que ça aussi, il faut quand même bien le répéter. Et puis, comme vous l'expliquiez, comme vous demandiez à l'instant, oui, on a des phases, donc on a des modes de paiement qui sont exigés. Le permis de construire, bah oui, vous avez raison de le préciser, c'est pas 100% à l'accord du permis de construire, mais il y a un pourcentage qui doit être, à mon avis, indiqué au dépôt du permis de construire. Et puis après, donc, il y a un pourcentage qui doit être indiqué effectivement à l'accord, mais on n'est pas à l'abri d'un recours du voisinage ou de quoi que ce soit qui pourrait nous bloquer. Donc, obligation de résultat, j'en sais trop rien, mais en tout cas, obligation de moyens, ça c'est sûr. Donc, ça veut dire que si vous mettez en œuvre vos moyens pour déposer le permis de construire et pour ensuite faire en sorte que le permis avance et ne se bloque pas, je pense que oui, ça c'est une bonne chose. En tout cas, il faut bien segmenter et je pense que tout est bien précisé ou doit être précisé dans le contrat. Enfin, ça, c'est mon avis en tant qu'architecte, mais je vais vous laisser évidemment répondre ou abonder à ce que je viens de dire. Oui, Merci à vous. que tout soit précisé dans le contrat et vraiment bien ventiler vos éléments de mission et effectivement un pourcentage au dépôt et après à la purge éventuellement du permis de construire voilà, pour éviter que vous Alors, je pense que je retrouviez. vais même compléter encore. Oui. Au dépôt, oui. À l'accord, oui. À la purge, ensuite. Ça, c'est, je pense, 3 points qui sont hyper importants parce que ça bloque beaucoup de choses pour nous au niveau recouvrement d'honoraires. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le contrat, on dit que c'est la loi des parties. C'est la base. Un contrat qui est bien ficelé, avec tous les bons éléments à l'intérieur. Ça vous permettra, alors je ne parle pas de recouvrement, mais en cas de litige déjà, de pouvoir obtenir une décision de justice qui soit conforme à vos attentes. Si vous avez un bon contrat, si vous avez suivi un processus de recouvrement que vous avez élaboré, mais en tout cas, à un moment, il faut un courrier officiel de mise en demeure. Le mot mise en demeure est important. Et le contrat, c'est vrai, il est à la base de tout. Donc, c'est quelque chose qu'on peut peut-être avoir, à mettre un peu de côté ou à négliger parce qu'on est pris dans le mouvement, dans son travail quotidien. Et puis, vous n'êtes pas des juristes. Donc, ça sort peut-être un peu de vos compétences. Mais s'il existe des contrats types, c'est qu'ils ont été travaillés, c'est qu'il y a une route. Et ce qui va permettre, en cas de litige avec votre client qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, de dire attendez, on reprend le contrat qu'on a signé et puis on regarde. Plus votre contrat sera précis et clair, et plus ce sera facile de dire à votre client bah, vous voyez, on est dans ce cas de figure-là. Alors que quand il n'y en a pas, c'est très compliqué. Et quand il y en a un qui est en termes un peu vagues et pas très précis, ça ne facilite pas les choses non plus. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à respecter. Voilà, je voulais rebondir sur ouais. le contrat de l'ordre. Là, je prends la casquette ordinale par obligation, mais on a beaucoup de soucis de confrères qui sont apprentis juristes et qui prennent le contrat de l'ordre et qui retirent ce qui ne l'arrange pas dedans. Il faut savoir que ça a été travaillé par des juristes, ça a été travaillé avec notre partenaire la MAF et Céline Turquetil, qui est la juriste en Normandie pour nous, nous a bien expliqué la leçon. C'est on retire l'article 1, mais il n'y a plus l'article 2, bah, l'article 3 ne marche pas. Donc voilà, donc on a un beau contrat, on dit tout ce qui nous, excusez-moi, nous embête, pour pas dire plus. Je retire les pénalités, les machins, tous ces trucs-là, bah, ça marche pas. Donc, faut garder le contrat. Et je rebondis sur ce que disait JB. C'est vrai que le contrat, il y a se faire payer au dépôt, à l'accord, à la purge. Et on parle du particulier. Il y a le promoteur qui est un particulier.
Où là, le contrat de l'ordre, on le voit pas beaucoup, hein. C'est leur contrat, eux. Et là, on s'aperçoit que les répartitions de paiement ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc je reviens et je m'arrête là, c'est que le contrat, il faut bien voir ce qui est écrit dedans. Est-ce qu'on y met des acomptes? Comment c'est ventilé? Et quand on découvre un contrat qu'on est payé qu'à l'accord, et l'accord aujourd'hui, c'est plus simplement être d'accord avec un PLU. Quand l'article 1, c'est que ça doit être à l'appréciation de monsieur le maire, enfin, c'est pas écrit comme ça, mais presque. Nous, on est un peu à poil là-dessus. Rajouter aussi quelque chose, peut-être ne pas attendre le dépôt de permis pour faire la première note d'honoraires. Voilà, c'est vrai que ça, enfin, de faire justement les ventilations et commencer à proposer une note d'honoraires avant la phase faisabilité notamment, où permet tout de suite de sensibiliser le maître d'ouvrage et de voir tout de suite si on a un bon ou un mauvais payeur, même avant d'aller plus loin. Prenez le temps de facturer. Ne dites pas: «Oh, je verrai ça plus tard». Non, prenez le temps de facturer. Votre client, de toute façon, il sait très bien qu'il doit payer. Voilà, donc prenez le temps de facturer. On a beaucoup de conciliations avec des grosses sommes parce que les gens, effectivement, se mettent à facturer, comme disait Aurélie, jusqu'au permis. Parce que les gens, on va vite, on va vite, on va vite. Et puis, l'archi, il bosse vite, il répond à son client. Esquisse, APS, APD et la facturation, je le ferai une seule fois, ça sera bien. Et on se retrouve avec des grosses sommes. Et quand vous parliez tout à l'heure, c'est pas un bon client. S'il paye pas déjà le premier acompte, peut-être un indice, quoi. Est-ce que c'est vraiment un client? Alors, il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est que vous rencontrez des consoeurs et des confrères à nous régulièrement, je suppose, sur des chantiers où vous en connaissez peut-être. Quand vous êtes sur un client qui est un peu douteux, si vous connaissez un commissaire de justice, un petit coup de fil. Il ne va pas trahir son secret professionnel, mais vous l'appelez, vous dites société machin, ah, c'est pas terrible ça, attention, danger. Vous aussi, vous devez le sentir, je suppose, quand vous avez un interlocuteur qui est un peu biaiseux ou un peu léger. Non. Si vous avez quelqu'un qui... Nous, on les connaît tous, hein, parce qu'il y a des sociétés qu'on poursuit tout le temps pour différents créanciers. Donc à la fin, c'est un petit monde qui est assez récurrent. Donc si vous avez des relations dans la profession, passez un petit coup de fil. Ça vous permettrait peut-être de gagner du temps et de dire, là, on arrête les frais, parce que c'est pas possible, quoi. Ou au contraire, de vous libérer, de vous rassurer. Bon, il y a deux types de procédures qu'on peut mettre en place. Vous avez déjà tout ce qu'on appelle la phase amiable, parce que faut essayer de maintenir quand même la relation que vous avez avec votre client. Ça peut être, comme le disait mon confrère, ça peut être des difficultés passagères, etc. Le problème, c'est que bien souvent, la personne qui est en difficulté passagère va faire l'autruche et en fait va se renfermer. Plutôt que de dire, écoutez, là, je rencontre une difficulté, j'ai bien conscience que je vous dois ça, est-ce que l'on pourrait s'arranger? Donc, on a toute une phase, déjà, ce qu'on peut appeler de la médiation. La MAF, a priori, vous en faites également. Il y a certains commissaires de justice qui en font également. Ça permet bien souvent de dénouer en fait le problème. La seule chose, c'est qu'attention, c'est pareil, on ne peut pas mettre en place une médiation quand la situation elle est franchement complètement dégradée et qu'il n'y a vraiment plus de dialogue possible. Ça devient très compliqué. Mais dès le départ, en fait, on s'aperçoit, nous, sur nos constats, que tout simplement, en fait, les personnes ne se comprennent plus. Tout simplement parce qu'on a chacun notre langage professionnel, mais l'interlocuteur que vous avez en face de vous, bien souvent, ne vous comprend pas. Dites-le. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne comprennent pas, tout simplement, ce qu'on leur dit. Donc, des fois, le fait de faire intervenir un tiers, ça va permettre de débloquer des situations. Voilà. Donc, il y a toute une phase amiable que l'on peut mettre en place. Et puis, aussi, nous, on le met, on voit quand on envoie des fois les premières mises en demeure, une mise en demeure qui est faite par huissier. Moi, je travaille pour quelques archis et pour quelques experts judiciaires. À la première mise en demeure, oula, moi ou mon client, on reçoit le règlement quand même assez rapidement. Et puis, malheureusement, vous avez des fois toute cette phase amiable qui ne fonctionne pas. Et on va arriver sur la phase, comme on va dire, judiciaire. Et c'est là où on revient au point de départ, et c'est là où votre contrat va être extrêmement important. Parce que s'il est bien ficelé, vous allez pouvoir obtenir une décision de justice plus facilement. Alors,
vous avez 2 possibilités. C'est soit on assigne et là, vous avez un débat contradictoire. Ça, on le conseille quand, il y a une certaine complexité, mais il y a des fois quand vous avez une situation assez simple d'une facturation, par exemple, votre mission, c'est simplement de faire un dépôt de permis de construire. Vous avez fait votre contrat, vous avez déposé votre permis de construire, le permis de construire a été obtenu, mais vous n'êtes pas réglé. Là, on peut essayer ce qu'on appelle une requête en injonction de payer. C'est plus rapide, surtout si on est au tribunal de commerce. Un peu plus lent si on est face à un particulier, mais ça permet d'obtenir une décision sans qu'il y ait de débat contradictoire. Et ça permet des fois d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Mais que l'on soit dans un cas ou dans l'autre, si votre contrat est mal fagoté dès le départ, eh bien en fait, on va avoir toutes les peines du monde à obtenir, une décision de justice qui soit en votre sens, et puis 2, d'obtenir une décision de justice qui condamne la bonne personne. Donc c'est pour ça, vraiment, on insiste lourdement, mais au tout début de votre relation commerciale, tout le monde s'entend bien. C'est beaucoup plus facile de dire, faut pas oublier de signer. Que quand la situation elle est obérée, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir quelque chose de la personne. Donc voilà. J'ai une petite question j'interviens, excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pourriez reprendre à la base, c'est-à-dire quelles sont un peu les hiérarchies ou quels sont les process à établir avec un client particulier ou privé sur quelles sont les bonnes démarches à entreprendre? Ça veut dire que finalement, dès maintenant, vous nous parlez donc de sommation de payer ou alors d'injonction de payer. Mais finalement, est-ce que avant tout ça, vous ne pourriez pas expliquer quelles sont les bonnes démarches à entreprendre? C'est-à-dire, OK, parce que mise en demeure, très bien, mais qui l'a fait? C'est nous, architectes, ou c'est vous qui intervenez? Est-ce qu'on vous sollicite dès le début et à partir de quel montant pour faire ce genre d'intervention? Il y a beaucoup d'interventions que vous allez pouvoir faire vous-même, puisque vous êtes en relation avec le client. Donc, ça commence par un appel téléphonique. Vous allez bien voir comment ça va se passer en face, si vous avez le bon interlocuteur. Si vous n'avez pas le bon interlocuteur, vous rééditez votre appel. Et puis là, bizarrement, tiens, ça bloque. On n'arrive plus à avoir Nadine. Pourtant, celle qui gère le compta. Donc, c'est à vous de mettre votre graduation. Moi, j'ai l'habitude de dire que le recouvrement, d'une manière générale, c'est un escalier en démarche. Voilà. Et plus on monte les marches, plus on donne d'importance à l'action, quoi. Donc, commencez par essayer de trouver pourquoi ça bloque, pourquoi vous n'êtes pas payé. Donc, un appel téléphonique, un mail. Après, ça peut être un courrier recommandé. Si tant est que la personne en face aille chercher le recommandé. Le recommandé qui n'est pas signé, c'est un bout de papier, ça ne sert à rien. Donc, c'est à vous d'établir. Mais souvent, on peut arriver à trouver une solution en direct, en face à face, hein. Sauf si vous voyez que ça bloque. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à vous de définir le moment où on bascule, où on passe à la mise en demeure. On peut demander une sommation de payer par un commissaire de justice. Là, sur l'escalier, on monte plusieurs marches d'un coup. Voilà. Ou son assureur. Parce que si vous payez une cotisation pour une protection juridique, autant vous en servir, hein. Parce que nous, du coup, on intervient par l'envoi d'une mise en demeure et après, avocat. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous avez une protection juridique, il ne faut pas hésiter à l'appeler si vous avez des difficultés. Donc, déjà, il peut y avoir de l'information, des éléments qui peuvent déjà vous être donnés par téléphone et voilà, des premières démarches. Et puis, pas hésiter à la solliciter pour. Surtout si vous avez On en une bonne protection juridique. Parce que très nous, on bonne le voit protection. souvent dans des constats où c'est un réflexe maintenant, c'est une infiltration, enfin, je sais pas, n'importe quoi. On dit aux gens, vous avez une PJ? Oui, oui, j'ai une PJ. Vous payez combien? 30 € par an? Ça sert à rien. Une bonne PJ, c'est beaucoup plus onéreux que ça. Et puis, les gens les souscrivent sans savoir ce qu'il y a dedans. Une bonne PJ, pour un particulier, c'est 200 € par an. Là, vous allez avoir de vraies actions, une vraie couverture de vos frais. Donc, mais si vous avez avec votre assureur souscrit ce genre de contrat, il faut en profiter, hein. Puisque là, vous déroulez un process, vous savez comment ça fonctionne. Donc, Puis après, et si jamais on doit aller plus loin, il y a les prises en charge des frais d'avocat, commissaire de justice. Donc ça vous évite aussi de débourser des frais. Donc c'est important de contacter, en tout cas voir si la protection juridique peut intervenir.
Parce que si vous partez en direct avec une injonction de payer, c'est une procédure non contradictoire et qui est basée sur le contrat. On a un contrat, on a une facture, elle est impayée, on l'a relancée, on a envoyé une mise en demeure, ça n'a pas bougé. On envoie tout ça au juge et on lui dit voilà, c'est très simple, je ne suis pas payé alors que je devrais l'être. Il rend une ordonnance. Après, votre débiteur peut faire opposition à l'ordonnance, mais c'est très rapide, surtout au tribunal de commerce, comme on disait à l'instant. Bon, quand il s'agit de particuliers, là, ça dépend des juridictions. À Rouen, c'est une calamité. 8-10. Le Havre, c'est 3 mois. Vous allez à Évreux, c'est 2 mois. Donc, ça dépend des juridictions. Donc, il y a toujours un aléa pour les particuliers. Mais pour les pros, là, c'est autre chose. Ou alors, si vous partez au fond, c'est-à-dire par voie d'assignation devant le tribunal, c'est qu'il y a forcément un litige qui est ouvert. C'est que vous demandez quelque chose et en face, on vous le refuse. Donc là, il va y avoir débat contradictoire, les avocats. Alors, même si vous êtes pris en charge par votre protection juridique, on sait que ça peut être long, C'est très long. très long. Et il peut y avoir aussi un risque de demande reconventionnelle. C'est-à-dire que vous, en fait, vous demandez des honoraires, le règlement de vos honoraires, et puis finalement, en cours d'instance, vos clients, ils vous reprochent des choses. Donc, eux vont vous demander, en fait, des dommages et intérêts. Ils vont dire, ah oui, mais vous avez mal fait votre travail, voilà, vous avez manqué à votre devoir de compte. Et donc là, du coup, on bascule. C'est-à-dire qu'une simple assignation sur des honoraires peut basculer voilà, sur une demande reconventionnelle où derrière, il peut y avoir un risque pour votre responsabilité. Donc, voilà, c'est des choses. C'est pour ça que dès le départ, quand nous, en tout cas, on a les dossiers, on arrive à identifier, en fait, si déjà, potentiellement, il y a un risque qui existe. Parce que des fois, demander 2 000 €, alors c'est une somme, il n'y a pas de souci, ça peut être une somme importante. Mais si derrière, on voit que potentiellement, vos clients peuvent vous réclamer 20 000, 30 000 € parce qu'ils considèrent que voilà, il y a des choses qui ont été mal faites et des fois, on n'est pas forcément très clair, ouais, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on assigne quand même. Donc ça fait partie voilà, des choses et nous, on peut voilà, avoir aussi une analyse là-dessus. C'est important d'avoir votre analyse parce que dans beaucoup de sujets, on le vérifie. Nous, on le voit dans les mises en cause de nos responsabilités civiles. On a une assurance qui prend en charge l'étude et qui travaille sur les fois où on peut être mis en cause. Et ils ont une vraie analyse des risques. Ils sont capables de dire, ce dossier-là, on va transiger. Ce dossier-là, on va au judiciaire parce qu'on va gagner. Donc, une assurance, une protection juridique, elle est aussi capable d'analyser ça et puis d'orienter de la bonne manière la procédure. Et puis, on travaille aussi avec la responsabilité civile. Donc, quand il y a des risques de demande conventionnelle, on travaille, le dossier, du coup, bascule sur le contrat de responsabilité civile et c'est eux qui reprennent la main. Donc, il y a vraiment, on travaille vraiment main dans la main et voilà, mais ça fait partie des risques qui existent. Parce que finalement, à partir de quel moment est-ce qu'on fait intervenir notre protection juridique? À partir de quel montant ça commence à être opportun de vous solliciter? Alors, pour les montants, ça va dépendre des assureurs. Parce que nous, par exemple, on a un seuil d'intervention, je crois 1 400 et quelques € hors taxe. Après, on peut intervenir des fois à titre mutualiste en dessous pour envoyer des mises en demeure, mais on a un seuil d'intervention. Donc, sur les montants, ça va dépendre de votre assurance et de votre contrat. Donc là, il faut se rapprocher de votre assureur. Et après, le moment, c'est dès que vous avez fait des relances et qu'il n'y a pas de paiement. C'est bien ça le vrai sujet, c'est le délai pour ces relances, le courrier, le recommandé. En fait, c'est On attend quoi finalement? le plus rapidement. 15 jours, 3 En semaines, fait, il faut un attendre mois? déjà que votre créance soit exigible, en fait. Parce que, en fait, vous émettez une facture, mais après, il faut voir dans votre contrat le délai que vous avez mis pour le paiement. Parce que ça ne sert à rien, en fait, de faire des relances et de dire « il ne paye pas » et tout, s'il est encore dans le délai pour payer. Donc, déjà, il y aura pas d'action. En tout cas, l'assureur protection juridique et même l'avocat ou même les commissaires de justice n'interviendront pas si votre créance n'est pas exigible. Donc déjà, il faut que les délais soient passés. Et une fois que le délai est passé, vous relancez en fait rapidement le client. Et après, vous saisissez. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit assez court dans les délais parce que plus on va attendre et plus vous aussi vous avancez en fait dans votre mission. Donc, comme on disait tout à l'heure, le risque c'est que après, en fait, cet impayé, il y en a un deuxième.
et puis un troisième, et ça s'accumule, et les prescriptions continuent à courir. Donc en fait, il y a tout un enchaînement de choses. Donc je pense qu'il faut être assez réactif. L'idée, c'est quand même de vous appeler avant de commencer quoi que ce soit ou parce que, par exemple, si je l'appelle pour lui dire qu'il y a un problème et cetera, que je vais certainement, lui envoyer un recommandé, je préviens. Je le fais. Il peut ne pas venir le chercher. Donc déjà, je me tire un peu une balle dans le pied. Est-ce que du coup, j'essaye de trouver la manière de comment leur serrer les coups un peu, leur mettre la pression pour que ça fonctionne le mieux possible, quoi? Oui, trop prévenir après, c'est aussi lui ne répond plus, Bah, après, il ne faut pas oublier que la protection juridique, on intervient parce qu'il y a un litige. Et donc en fait, qu'il y a litige déjà, voilà, en fait, déjà qu'il y a un voilà. échange. Voilà, donc pour qu'il y ait un litige, il faut que votre créance soit exigible, donc le délai de paiement soit dépassé, et que vous ayez quand même fait une première relance. OK, il faut Voilà. qu'il y ait quand même un départ. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un départ. OK. Après, vous pouvez toujours contacter par téléphone pour avoir éventuellement des éléments, des conseils, des avis par téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Mais l'assureur protection juridique, et peu importe l'assureur, n'interviendra que quand il y aura un litige. Donc vous avez quand même une première Je pose démarche. vraiment la question l'impair qui fait qu'ils vont profiter de ça pour justement se dire avant nous, dégainer et dire ah ouais, mais l'archi n'a pas fait son boulot. Du coup, attaquer avant nous et forcément se mettre en position de force par rapport à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Dire ah oui, mais on ne paie pas, mais il a mal fait son boulot. On va d'abord l'attaquer. Qui au niveau juridique aura plus de force, je suppose, que si on est les premiers à demander. Après, encore une fois, pour qu'il attaque, il faut aussi qu'il y ait des éléments. Il ne va pas partir. De toute façon, il y aura une expertise, quelque chose. Il ne va pas partir comme ça directement en procédure, sauf s'il y a vraiment un vrai sujet. Et dans ces cas-là, vous le savez, généralement, quand il y a des choses qui ne sont pas très claires. Mais si c'est juste vous reprochez des choses pour ne pas payer, et que vous êtes clean sur votre travail, je veux dire, il n'y a pas de... Oui. Enfin, pour l'avoir vécu, l'expertise les gens qui expertisent, alors mais je sais pas qui expertise aussi le travail des architectes devant les tribunaux, mais des fois on se demande si c'est bien géré, si ils connaissaient bien toutes les modalités du boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois. Mais après, en tout cas, vous pouvez pas vous dire je relance jamais, ou je me manifeste pas pour un impayé parce que j'ai peur que il soit Non, trop. ça serait plus l'inverse, en fait. D'être trop violent et puis en fait me mettre me tirer une balle dans le pied, quoi. Après, peut-être pas dès le départ envoyer un recommandé. Je pense que comme Un violent à recommander, c'est passif. Non, mais c'est sûr que Et vous n'êtes pas payé, hein? mais après, pas penser aussi bien sûr, mais il faut imaginons ça commence à déconner au niveau du PC. Imaginons qu'il faut aller à la fin jusqu'à la réception du chantier. C'est sûr que ça va être compliqué, quoi. Oui, mais de temps en temps, Ce sera compliqué. Ça sera compliqué. il faut pas céder. Vous pouvez pas régler votre situation commerciale, elle est déjà obérée dès le départ. Ah, non, vous avez raison. Enfin, moi, vous savez, quand j'étais stagiaire, j'ai mon maître de stage un jour que je lui ai dit, bah oui, mais là, si vous partez du principe que vous faites plus les constats parce que vous n'êtes pas payé, votre client, il m'a regardé, il m'a dit, mais Stéphanie, le client qui ne paye pas, c'est pas un client. Bah oui. Et tout à l'heure, vous nous posiez la question, est-ce qu'on a un process? Et c'est ça le point de départ. Ce qu'on dit JB, à quel moment on vous appelle? Mais il faut déjà qu'il y ait un litige. Pour un litige, il faut avoir déjà commencé à écrire ou à téléphoner. Donc je pense que déjà, un des premiers conseils, la question que vous nous avez posée, c'est est-ce que chacun mette un process dans sa propre agence, une graduation qui est liée au client, qui est liée au montant, enfin, de se dire quelle échelle et qu'est-ce que je vais mettre en place et à quel moment je vais déclencher Oui. telle ou telle personne. Il faut des étapes, il n'en faut pas trop non plus, hein. On n'est pas là pour se faire des bisous, hein. On fait une lettre recommandée, enfin, on fait des démarches déjà en direct au téléphone, peut-être éventuellement en se déplaçant, hein, parce que ça marche aussi très bien ça. On fait une lettre recommandée, une deuxième, et puis après, basta, il faut passer à autre chose. Si ça n'a pas bougé avec ça, c'est que ça ne bougera pas. Il faut être présent. Nous, quand on fait du recouvrement derrière après, qu'il soit forcé ou pas, les acomptes du débiteur n'arrivent pas comme ça spontanément. Il faut aller les chercher. Si on agit, là, on a des résultats. Si on reste en espérant qu'il va se manifester pour payer, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est le créancier qui sera plus pressant, qui sera payé avant vous. Voilà, toujours. Toujours. Non, et du coup, c'est le sujet, et c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Eh oui.
Non, après, on est là pour aussi vous donner les bonnes pratiques. Et je reviens donc dans le contrat pour notamment sur les contrats avec les particuliers. Parce que c'est souvent un peu, c'est complexe. En fait, les particuliers, il ne faut pas oublier que ce sont des consommateurs, comme vous l'aviez rappelé en introduction, et qui sont extrêmement bien protégés par le code de la consommation. Et du coup, ça fait peser pas mal d'obligations sur vous. Et ça peut avoir un impact aussi sur vos honoraires. Et notamment, tout ce qui est signature ou contrat passé hors établissement, donc hors de votre agence, il faut prévenir vos clients qu'ils ont un droit de rétractation. Et ça, c'est essentiel. Et surtout, il faut joindre le bulletin de rétractation au contrat. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, ça a des conséquences très importantes. Donc, le droit de rétractation, donc ça veut dire que pendant 14 jours, suivant la conclusion du contrat, donc vos clients ont la possibilité de se rétracter. Et s'ils se rétractent et que vous avez commencé à travailler et à percevoir des honoraires, il faudra les rendre. Voilà. Et normalement, vous pouvez même rien percevoir pendant 7 jours. Normalement, ça, c'est la loi. Donc, nous, on conseille, si jamais vos clients, parce que ça peut arriver, sont un peu pressants et disent « moi, je veux absolument que vous commenciez maintenant », dans ces cas-là, il faut un document comme quoi ils renoncent à la rétractation et qu'il soit bien signé, et ça, vous le gardez. Et dans ces cas-là, si jamais ils se rétractent, vous pouvez être payé pour ce que vous avez fait jusqu'à leur rétractation. Si jamais vous n'avez pas prévu du tout la rétractation, qu'ils n'ont pas été informés, qu'il n'y a pas le bulletin de rétractation qui est joint au contrat, le risque, c'est qu'en fait, la rétractation passe de 14 jours à 12 mois. Donc pendant 12 mois, autant dire que vous pouvez quand même faire un sacré travail, faire pas mal de prestations, avoir pas mal de notes d'honoraires, et que si au bout des 12 mois, finalement, ils vous disent « moi, je veux plus », et du coup, vous devez rendre l'intégralité. Donc, alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas fourni l'information et le bulletin de rétractation, vous avez toujours la possibilité de le régulariser, c'est-à-dire de le faire au cours des 12 mois. Et dans ces cas-là, le délai de 14 jours, oui, pardon. Ça monte à chaque fois. Ça, c'est les enfers. Oui. Et commencera à courir à partir du moment où vous leur aurez donné l'information. Mais soyez extrêmement vigilants avec les particuliers là-dessus. On a malheureusement eu, nous, des cas qui sont partis au contentieux, où on a perdu et où, effectivement, l'architecte a dû rendre. Donc, c'est malheureusement pas des cas isolés. Ça, il faut savoir que ça existe. Alors évidemment, c'est pas la majorité des cas, mais ça existe. Des clients qui veulent pas payer, ils vont voir un avocat, et l'avocat, en fait, il va voir tout ce qu'il peut tout ce qu'il peut prendre, ce sur quoi il peut se baser pour éventuellement. Et notre cas, c'est son premier réflexe, consommateur. Ping Et il va checker tout le contrat. Et il va dire, là, il y a pas vous avez signé hors agence, vous avez négocié hors agence. Il n'y a pas de droit de rétractation, on va là-dessus. Et en fait, il va prendre le plus simple. Et puis, si ça ne marche pas, il va dérouler et passer à autre chose. Donc ça, c'est le premier point, le droit de rétractation. Après, il y a le deuxième effet, c'est la loi Scrivener. Donc, elle est prévue dans le contrat type de l'ordre, mais c'est pareil. Donc, quand vous contractez avec des particuliers pour une construction ou une rénovation d'une maison d'habitation, le contrat est réputé conclu sous la condition suspensive d'un prêt immobilier. Et quand bien même ça ne serait pas mentionné au contrat, il est quand même réputé être conclu sous cette condition suspensive. Et donc là, pareil, si jamais vous percevez des honoraires et que vous travaillez et qu'ils n'ont pas leur prêt, le risque, c'est que vous soyez obligé de rembourser l'intégralité. D'où l'intérêt de faire un premier contrat d'études. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Oui, c'est ce qu'on conseille de faire En fait, on conseille plusieurs choses. Alors déjà, c'est une règle d'ordre public. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas renoncer à la loi Scrivener par contrat. Dans tous les cas, c'est comme ça, c'est prévu. Ce qu'on conseille, c'est que normalement, il y a un délai pour la condition suspensive. Donc, elle est minimum d'1 mois. Mais ce qui est très important, c'est de bien la noter dans le contrat. Et surtout, vous devez être proactif, c'est-à-dire voir avec vos clients, leur demander les demandes qu'ils ont fait auprès des banques, parce que c'est pareil, si un client en fait il n'a rien fait, en fait vous n'êtes pas responsable qu'il n'ait pas obtenu.
c'est lui en fait qui a fait en sorte de ne pas obtenir. Donc là, c'est différent. Donc il faut bien essayer d'être proactif là-dessus. Et dans ces cas-là, ce qu'on conseille, c'est effectivement de faire des contrats de mission partielle ou effectivement voilà, tout ce qui peut être financé sur fonds propres, en fait, de faire un contrat à part et après de faire la suite des éléments de mission dès lors qu'ils ont obtenu leur prêt. Donc vous, ça vous permet comme d'avancer. Ça permet aussi de faciliter pour eux l'obtention du prêt parce qu'ils vont avoir quand même des éléments donc ils vont pouvoir joindre à leur dossier. Donc ça va aussi permettre d'accélérer ça. Et puis après, il y a quand même des clients particuliers qui n'ont pas recours à des prêts immobiliers, ça arrive. Et dans ces cas-là, il faut qu'ils mettent la mention manuscrite. Alors c'est manuscrite, hein. Voilà, comme quoi ils renoncent, ils n'ont pas de prêt immobilier. Mais ça, c'est très important parce que pareil, on a pas mal de contentieux là-dessus. Je rappelle que tout ça, c'est dans les contrats types de l'ordre, hein. Concernant le délai de rétractation, dans le cas de signature électronique, c'est 14 jours également. Oui, c'est la conclusion du contrat. Je veux dire, c'est considéré comme étant signé hors agence, en signature électronique. Alors, il y a un débat là-dessus. Ouais, c'est pas très clair. En fait, la question qui va se poser aussi, c'est de savoir où a été négocié le contrat. Parce qu'il y a la signature, mais il y a aussi la négociation du contrat. Donc, par exemple, un contrat qui a été négocié hors agence et qui est signé électroniquement, on considère que c'est un contrat hors établissement où il y a le droit de rétractation. Donc ça, en fait, souvent, il y a quand même une négociation, parce que vous avez la signature, effectivement, par voie électronique, mais souvent, la négociation, elle se fait en amont. Donc, et là, il faut savoir où vous la faites. Et nous, c'est pour ça qu'on conseille, dans la mesure du possible, de faire votre négociation en agence. Et ensuite, après, vous pouvez signer. Donc la prudence, c'est 2 semaines. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, il me semble que dans le contrat type de l'ordre aussi, il y a le droit de rétractation, j'ai un doute, la clause, je ne sais plus. Non, il n'y a, Pas sûr. Il n'y a pas? y a pas le formulaire. Ça, c'est un manque évident. Voilà. Oui. Bon. Les deux. Je remercie Céline. Il va être modifié, du coup. Il y a juste une chose, on parlait du prêt bancaire, c'est un sujet qu'on vit tous, hein, la suspicion des banques par rapport à nos estimations. On nous demande d'avoir un prêt bancaire à l'esquisse. On a beau faire une estimation, les banques n'en tiennent pas compte. Ce qu'elles veulent, c'est des devis d'entreprise. Donc j'en viens effectivement de bien scinder nos contrats pour aller au plus loin. Le client paye sur ses fonds propres et au moins on sauve nos honoraires. Et de reculer la fameuse échéance. Et plus on aura avancé nos études, plus on pourra peut-être avoir des devis et d'avoir un véritable prêt bancaire et de se sécuriser. Parce qu'effectivement, si on prend la mission classique complète sur un contrat, à l'esquisse, aucune banque va donner un prêt et on se retrouve en fin de compte à la merci d'avoir un refus de prêt et donc de rendre tous nos honoraires. C'est ça. Et donc d'avoir travaillé malheureusement pour rien. Donc ça, c'est important effectivement de bien faire des contrats distincts pour vous préserver. Et puis voilà, ça permet aussi de voir déjà si c'est un bon client ou pas. Je vais critiquer notre ordre. Je trouve qu'il n'a pas été assez prudent vis-à-vis des architectes. C'est-à-dire que quand on a un contrat de construction de maison individuelle, on va avoir toutes les étapes. Et en fait, on se met en danger avec ces histoires d'obtention de prêts. Et je trouve qu'il devrait y avoir un contrat qui puisse aller juste avant le dépôt de PC pour qu'on puisse être garanti du paiement de nos honoraires et qu'il y ait un contrat qui puisse aller du permis jusqu'à la réception. Merci, mais justement, c'est le conseil qu'on donne, justement, de scinder ces contrats-là pour mettre ces séquences-là et de pouvoir effectivement d'avoir cette étude préliminaire et d'avoir un deuxième contrat qui nous emmènerait jusqu'au permis de construire et on n'est pas conditionné effectivement au prêt. Donc ça existe, ça y est, hein. Oui, vous pouvez. Oui, parce qu'en fin de compte, la mission qui a déjà été payée, déjà faite, vous n'avez pas besoin de vous faire repayer l'esquisse puisqu'elle avait déjà été faite. Donc avant, et je suis d'accord avec vous, avant on avait un contrat généraliste, mais depuis, et fort de ces conseils-là, il existe ces contrats sur le site de l'ordre. Le contrat de mission complète, il repart de zéro. Même si on a fait un contrat d'études préliminaires, le contrat pour une maison individuelle repart de zéro. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on supprime des choses
sur le début du contrat et tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était pas une bonne chose d'enlever des éléments. Je vais pas prendre une casquette de juriste, je vais parler plutôt d'expérience. Effectivement, quand je dis de pas retirer, c'est des articles de loi ou de clause. Là, c'est des missions que vous n'allez pas faire, donc pas refaire et donc de ne pas refacturer. C'est une décomposition de mission en disant: «Bah, celle-là, je vais pas la faire, je vais pas la faire, je vais pas la faire», puisque vous l'avez déjà fait dans un cadre d'autres contrats. Donc ça, de plus en plus de confrères et de consoeurs suivent ce conseil-là, d'utiliser des différents contrats. C'est pas pour ça que ça évite tous les problèmes. On a déjà vu des conciliations où effectivement on a vu, une consoeur récemment qui avait eu son premier contrat qui avait bien été payé et après les problèmes sont arrivés sur un deuxième contrat et on n'est jamais revenu sur le premier contrat. Voilà et c'était une maison individuelle. Donc les premières missions, voilà, celles-là, on les retire. Et donc, je précise juste sur la loi Screener que si vous n'avez pas, par exemple, si vous avez mis une condition suspensive d'1 mois, si vous n'avez pas de nouvelles de l'obtention d'un prêt, on considère du coup qu'il n'y a pas de prêt et le contrat est caduc. Donc caduc, c'est-à-dire qu'il est considéré comme n'avoir jamais existé. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à relancer vos clients et à être proactif, comme je le disais, voilà, pour voir où ça en est, parce que vous n'allez pas commencer, voilà, ne commencez rien si au bout des 1 mois, vous n'avez pas d'accord de la banque. Enfin, si vos maîtres d'ouvrage n'ont pas l'accord de la banque. Je crois que vous avez une obligation de médiation avec le consommateur, hein. Ça, alors je ne sais pas à quel moment vous voulez aborder ça parce que Bah, je peux bon, l'aborder. voilà, c'est sur la fin du contrat, mais je vous laisse, aborder, mais c'est prioritaire et on a beaucoup de soucis justement sur cette clause-là, donc on peut insister lourdement. Oui, donc avec les consommateurs, du coup, vous avez, enfin, il y a l'obligation effectivement de prévoir une clause pour le recours au médiateur de la consommation. Donc le client, effectivement, a cette faculté, c'est prévu par le Code de la consommation, de pouvoir recourir gratuitement au médiateur de la consommation. Et donc ça, c'est vraiment une obligation qui pèse sur vous, c'est-à-dire que c'est à vous d'adhérer en fait à un médiateur de la consommation et souvent de le payer, enfin, de payer cette adhésion. Donc ça, je crois que c'est aussi une clause qui est dans le contrat type de l'ordre. Et je crois que vous avez aussi je crois qu'il doit y avoir c'est une liste. Je vais faire le relais. Effectivement, le Conseil national est en partenariat avec la société CM2C, où il y a eu, voilà, il y a eu on va dire des choses d'engagées. Les frais d'inscription, du coup, sont pris en charge directement par l'ordre national. Et donc, du coup, il suffit juste à chaque architecte d'aller s'inscrire. Donc, on a un code qu'il faut aller récupérer ou qu'on vous a communiqué. Et donc, du coup, pensez à aller vous inscrire auprès de CM2C. Enfin, après, vous avez le choix d'en choisir un autre, hein, mais Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, c'est ça, en tout cas, l'ordre a fait cette national a démarche. fait cette démarche-là une fois qu'on a eu le médiateur qui avait disparu il y a quelques années et on était tous dans la panade. Ça a été réglé par l'ordre. Vous avez la possibilité, comme dit Aurélie, d'aller ailleurs. Si vous êtes à l'UNSFA, il y a d'autres possibilités par rapport à ça. Donc, le champ est libre, mais il est obligatoire d'être inscrit sur le contrat. S'il n'y est pas, ça le fait pas, hein. Oui, c'est ça qu'il faut. Normalement, vous avez justement la mention, vous devez indiquer le médiateur. Et alors, il faut le médiateur de la consommation, c'est pas vous qui en êtes à l'initiative, c'est vraiment le client en fait qui va saisir le médiateur de la consommation. En fait, s'il y a un litige, c'est lui qui va faire la démarche auprès de vous. Donc normalement, même il doit vous faire un recommandé, quelque chose, enfin en amont, une démarche. Et effectivement, c'est lui qui va demander, solliciter la médiation de la consommation. Vous avez tout à fait, vous, la seule obligation que vous avez, c'est d'avoir adhéré à un médiateur et de communiquer les coordonnées. Après, vous avez le droit, normalement, de refuser et de ne pas donner suite à une médiation. Voilà, mais en tout cas, voilà, la seule obligation que vous avez, c'est d'adhérer et de communiquer. C'est intéressant parce que je pensais qu'il faut. Non, j'avais déjà vu cette clause, mais je ne savais pas trop comment l'utiliser. Donc, on avait bien rempli les coordonnées d'une entreprise. Mais je pensais que c'était à enclencher au moment du problème, en fait. Donc j'étais. C'est pas à vous. Vous, voilà, c'est vraiment le client en fait qui va. Oui, mais qui il faut va... quand même que je sois inscrit, moi, quelque part. Oui, il faut que vous. Ça, j'ai pas fait, Oui. par exemple. Moi, je pensais que c'était à faire au moment où il y avait un problème, on appelait, on payait s'il fallait payer. Mais donc, il faut le faire dès demain, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, il faut en fait, c'est les deux choses à faire. C'est l'indiquer dans le contrat, enfin, s'inscrire déjà, et indiquer dans le contrat cette clause avec les coordonnées de la société que vous avez choisie. Donc, j'inscris des gens sans. Sans être adhéré. On coupe. Ça veut dire que vous êtes vraiment en défaut sur votre contrat, donc ça serait dommage parce que on disait que le consommateur est surprotégé et pas nous. Ah, absolument.
Et avant la médiation, il y a la conciliation. Et c'est là où l'ordre règle quand même pas mal de petites choses avant d'aller jusqu'à la médiation. Et c'est là, enfin, quand ça peut être votre maître d'ouvrage qui nous sollicite pour mettre en place une conciliation, parce que l'architecte a disparu. Mais vous, en tant qu'architecte, vous avez un souci avec votre maître d'ouvrage, vous nous sollicitez et on fait des convocations. Et donc ça nous occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fait des conciliations, pas tous les jours, mais il y a énormément de conciliations à la demande de la maîtrise d'ouvrage ou à la demande de confrères au concert. Donc ça, l'ordre sert à ça. Et vous avez justement cette clause de conciliation devant l'ordre qui est prévue dans vos contrats. Voilà, la seule chose quand même à avoir en tête, c'est que normalement, là, dans les nouveaux contrats, en matière d'honoraires impayés, c'est pas une saisine obligatoire. Le seul cas où ça pourrait être obligatoire, c'est si vous avez des honoraires impayés, plus par exemple une indemnité de résiliation, parce que dans ces cas-là, on est plutôt sur des clauses du contrat. Et donc là, la saisine est obligatoire. Et attention, quand la saisine est obligatoire dans ce cadre-là, il faut bien penser à le faire en amont de saisir la juridiction, parce que sinon, votre requête, elle est rejetée. Et on a des cas où malheureusement, les requêtes ont été rejetées parce que l'ordre n'a pas été saisi en amont, alors que c'était obligatoire, notamment parce qu'il y avait des indemnités de résiliation. Donc, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc après, je sais que ça dépend des ordres pour en matière d'honoraires sur le fait de mettre en œuvre les conciliations. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et après, il y a un autre cas de conciliation qui, pour le coup, là, est obligatoire. C'est l'article 750-1 du Code de procédure civile. Donc là, c'est dès lors que le montant de votre créance est inférieur à 5 000 € avec des particuliers, ou si jamais vous n'êtes pas une société et que vous êtes en litige, vous devez du coup saisir au préalable le conciliateur de justice ou un médiateur. Alors nous, on conseille plutôt un conciliateur de justice parce que c'est gratuit. Et pour tenter de mettre en place la conciliation. Et c'est uniquement s'il y avait un PV de carence que vous pourrez ensuite aller en justice. Et le point important, c'est, là je rebondis sur la prescription. Pour la conciliation, il faut faire très attention quand on est un peu juste. C'est que la conciliation de l'article 750-1 du Code de procédure civile ne suspend la prescription pas au moment où vous saisissez le conciliateur, mais bien au moment soit où il y a un accord des parties sur le principe même de la conciliation, ou alors dès lors qu'il y a eu une première réunion de conciliation. Donc il faut être vigilant là-dessus quand la conciliation est obligatoire. Voilà, parce que quand on a des délais très courts, il faut avoir ça en tête. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on vous dit de ne pas forcément traîner pour éviter ce genre de choses. C'est un bon outil que vous avez là, parce que c'est vrai que chaque profession interprète cette obligation de médiation avec des variations, et je suppose qu'il y a un bon retour. Pour être très honnête, hier, on était au conseil. On avait le bilan du mois dernier. On avait 4 conciliations et on a concilié les 4. Donc, et très honnêtement, on a un taux de réussite. 75%. Voilà. En sachant que quand on va en conciliation, c'est presque le préambule que chaque conseiller fait. Conciliation, on n'est pas des juges. Donc, il va falloir lâcher d'un côté et de l'autre. Si la personne d'un côté ou de l'autre sont obtus, ils vont en conciliation parce qu'ils veulent le petit PV comme quoi ils se sont vus avant d'aller voir le juge, parce que c'est mieux. Mais ça prend 5 minutes. Mais quand on arrive à mettre tout le monde autour de la table, quand on prend ce temps d'échange, ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est des fois un peu houleux. On calme les choses. L'archi pas toujours clean, des fois on n'est pas... Voilà. Le maître d'ouvrage non plus. Et il faut lâcher un peu et on arrive 75% de réussite. Donc, il vaut mieux repartir avec un peu d'argent quand même. Moi, je voulais revenir, donc on vous a un peu coupé la parole tout à l'heure. On était en train de parler des... Enfin, pas couper la parole, mais c'est vrai qu'on a rebondi sur pas mal de sujets, sur le déroulé d'une procédure. Est-ce que... Parce que du coup, c'est vrai qu'on a le temps qui défile. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur justement les procédures? On ne va pas vous inonder avec les saisies qui peuvent être faites une fois qu'on a un titre exécutoire. Pour faire simple, on peut saisir les salaires, on peut saisir les comptes bancaires, les voitures, voilà, tout ce qui est actif, mobilier ou immobilier sont saisissables. Voilà. Après, notre rôle, c'est d'adapter en fait les mesures que l'on va mettre en place
en fonction du montant auquel votre débiteur a été condamné. Voilà. On ne va pas dérouler la même chose si la personne est condamnée à 1 000 € que si la personne est condamnée à 50 000. Voilà. C'est graduer un peu et surtout essayer d'estimer la solvabilité. Ça, c'est un peu le plus compliqué parce que en facial, maintenant, il y a beaucoup d'éléments du patrimoine qui ne correspondent plus à rien. Un véhicule, par exemple, les gens n'achètent plus de véhicules, ils les louent, prennent un leasing. Donc, ça sort du patrimoine, donc ça nous fait un moyen de pression en moins. Mais notre travail à nous, c'est pas forcément d'aller tout de suite dans le coercitif, c'est déjà de rencontrer le débiteur. Et à partir du moment où on arrive à les faire venir à nous, ou que nous, on va chez eux, ça nous permet déjà d'estimer un peu la situation. Et puis là, on met en place des accords. Il y a énormément de dossiers. Nous, c'est 80% des dossiers on encaisse de l'argent pour le créancier sur la base du volontariat du débiteur. Voilà. Au début, il faut peut-être un petit peu secouer. Et puis après, une fois qu'on a posé les bases, les gens commencent à payer. Et nous, on est là pour surveiller les encaissements. Alors, il faut des encaissements qui soient, raisonnables. Parce que si vous avez une créance de 10 000 € et qu'on vous propose 100 € par mois, ce n'est pas possible, quoi. Donc, ça, après, c'est à nous d'évoluer en fonction de la typologie de chaque dossier. Ça veut dire que ces éléments que vous évoquez, donc ça se passe après une sommation de payer ou Après une décision de justice. Et donc, s'il y a une ordonnance de référé, par exemple, ou si le terme est juste, je ne sais pas si c'est ça, c'est là-dessus que vous intervenez. Ça veut dire que dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'au niveau de la partie MAF, donc il y a certains archives, bon, maintenant, beaucoup disposent de cette protection juridique, mais tous non encore, malheureusement. Donc, ça veut dire qu'on peut vous solliciter donc, pour faire une sommation de payer. Et puis, si ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on peut refaire appel à vous dans d'autres circonstances. Oui. Est-ce que vous pourriez réexpliquer un peu Nous, sur ce on sujet? peut gérer un dossier de recouvrement avant et après l'obtention d'une décision de justice. Donc, on peut faire du recouvrement amiable. Il y a plein de méthodes au téléphone, des visites domiciliaires, on envoie des courriers, des mails. Et puis, à un moment, il faut savoir basculer. C'est un peu comme pour vous quand vous gérez vos impayés. On passe dans une phase qui va être beaucoup plus coercitive, où on va aller chercher une décision de justice, quelle qu'elle soit. Et pour nous engager notre cœur de métier, c'est-à-dire le côté vraiment coercitif, il nous faut une décision de justice. Voilà. Et là, ça nous permet d'embrayer derrière avec des saisies sur des comptes bancaires, avec des actions qui sont vraiment fortes. Voilà, donc c'est en 2 temps. On peut travailler avant et après. Et, comme tu le disais tout à l'heure, énormément de dossiers où on a obtenu une décision. On a déjà mis en place des mesures d'exécution, mais qui n'ont pas permis de recouvrer la totalité de la créance. Et puis, le débiteur réagit et puis il se présente et on met en place des accords de règlement pour le solde du dossier, par exemple. Voilà. En fait, il n'y a pas un dossier qui est pareil. Voilà. C'est parce que les situations sont différentes. Donc, nécessairement, à situation différente, notre travail va être différent. Par contre, c'est pas parce que vous avez un dossier à 1 000 € et puis un dossier à 50 000 qu'on va impérativement bûcher sur celui qui est à 50 000 et qu'on va délaisser celui de 1 000 €. Non. En fait, on ne fait pas de distinguo en fonction du montant de votre créance. C'est-à-dire que notre implication est la même, mais on ne va pas agir de la même façon en fonction du montant qui vous est dû. Ouais. Puis, une dernière précision, obtenir une décision de justice et la faire exécuter sont 2 choses complètement différentes. Vous êtes dans votre droit, votre contrat, l'impayé, vous avez une décision qui est rendue, une injonction de payer, quelle qu'elle soit, et ensuite derrière, vous allez passer la 2e étape. Ça peut ne pas marcher. C'est pas parce qu'on a une décision de justice que forcément on va arriver à recouvrir les sommes qui sont dues. Et nous, on essaie de le faire comprendre à des clients. Alors, très souvent, ça fonctionne. Et puis, quand on voit que ça bloque et que les éléments sont plutôt dans le négatif, c'est aussi notre rôle d'arrêter en disant, bon là, c'est bon, on ne va pas exposer plus de frais, ça ne sert à rien. Le client est insolvable. Et justement, par rapport à ça, j'ai travaillé il y a quelques vingtaines d'années pour une association qui avait mis en place un compte à séquestre pour éviter qu'il y ait des impayés vis-à-vis
des intervenants, des entreprises. Et je trouve que ça serait quelque chose d'utile que d'imposer un compte à séquestre pour protéger les intervenants, les architectes, les entreprises dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les voyous, ils n'existent plus parce que l'argent, il est consigné sur un compte à séquestre pour payer les uns et les autres, et notamment les architectes. Et bien évidemment, en cas de conflit, l'argent est disponible, le juge tranche et l'argent est là. Et ça évite toutes ces procédures qui sont très coûteuses, très longues et qui sont parfois infructueuses. Dire considérablement le fonctionnement des relations entre les parties. En tout cas, ça Oh, existait. J'ai bien travaillé sûr, pour ça une peut association qui exister, l'avait mis à mais, place. et puis c'est pas trop un fonctionnement qui est habituel dans nos modes de... Mais je me projette un petit peu dans ce genre d'idée. Pourquoi pas? Moi, j'avais une question, parce que du coup, c'est vrai qu'on avait un temps d'échange, mais au contraire, Elle a ça a fait. été, voilà, C'est mieux. c'était dynamique, et on vous en remercie. On avait donc une question à poser, c'était comment aborder le cas d'un transfert de maître d'ouvrage en cours de mission? Quelles sont les obligations, les formalités de reprise et comment sécuriser la continuité de la rémunération de l'architecte lorsque le porteur de projet change en cours de route? Bah, ça, il faut prévoir un avenant, en fait, tout simplement. On en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire bien identifier la partie qui reprend, en fait, le projet, bien identifier aussi le stade, à quel stade de votre mission votre projet est transféré, voir éventuellement si les honoraires ont bien été réglés dans leur totalité par l'ancien client. Voilà, tout reprendre, finalement, faire un avenant, mais comme si c'était presque un contrat, en fait. Et donc, c'est ça, donc on en revient bien sur ce contrat, donc sur cet avenant. Donc le contrat, effectivement, on n'y touche pas, mais on a le droit de le faire vivre. Bah, il faut le faire. En fait, Voilà, il faut le faire vivre. absolument, il faut le Une des faire. leçons qu'on peut apprendre ce soir, c'est qu'effectivement, on écrit tout bien dès le début et moins de modifications, on abonde. C'est ça. Donc je ne sais pas, c'est parce qu'effectivement, est-ce que par rapport aux propos, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez aborder encore dans votre déroulé? Je pense qu'on a fait un Oui, tour c'est assez ce qui était un peu le but. Et est-ce qu'il y a des questions autres? Alors moi, je suis en marché public, donc c'est un peu une autre case. Et notamment, on a eu un contrat lié à un marché public avec un contractant privé qui est le délégataire, qui est un délégataire d'exploitation, pour lesquels une maîtrise d'œuvre mandataire et moi-même co-traitante avons fait les travaux. Donc on a eu un peu de problème sur la clarté du contrat puisque c'est pas nous qui l'avons rédigé. Donc il y avait des trous dans la raquette, mais alors de partout. Sauf que, voilà, c'est contracté, via un marché public, via une délégation, donc c'était bien en dehors de l'ordre. Je vais aller rapidement, mais du coup, on a eu un litige avec l'exploitant qui n'a pas réglé les honoraires du mandataire. On a poursuivi une partie des études pour lesquelles en direct, moi en co-traitant, vu que j'étais en première ligne, j'ai été rémunérée. Il y a eu litige, donc décision de justice sur la partie mandataire. Ils ont eu gain de cause, mais je n'ai eu copie de rien. C'est-à-dire j'ai pas été appelée à la cause puisque c'était pas sur ma partie. Néanmoins, j'ai continué mon exercice jusqu'à la livraison. Moi, le mandataire s'est arrêté. Décision de justice, tribunal, donc ils ont dû faire les 2 cours, c'est-à-dire justice plus commerce. Enfin, il y a eu 2 sujets. Alors peut-être, voilà. Donc moi, je suis co-traitante, mais je n'ai eu copie de rien et pas mis à la cause. Sauf qu'aujourd'hui, la seule qui n'est pas payée, c'est moi. Donc je fais comment? Est-ce qu'il faut que je fasse appel de la décision qui a été prise pour sécuriser mes honoraires qui sont dus? faire appel d'une décision, non? Non, Vous parce n'êtes que pas là. dessus. Ouais, mais parce que du coup, j'ai peur. Là, Regardez vos droits. oui, c'est ça. En fait, vous n'avez jamais été appelé, que ce soit au premier niveau, c'est-à-dire tribunal administratif, ou la cour administrative d'appel. Vous n'avez jamais été appelé à la cause. Vos droits n'ont pas été épuisés. Vous avez toujours le droit de faire valoir, en fait, vos droits.
Mais après, si ça passe, Après, il faut voir ce que marché public, c'est un peu particulier. Il faut voir votre CCAP parce que vous avez peut-être un mémoire en réclamation à faire. Parce que c'est public, mais en même temps privé, puisque le délégataire, il est privé. Après, il faut voir la nature de votre contrat, en fait. S'il y a un CCAP, s'il y a un CCAG qui est applicable, s'il faut faire un mémoire en réclamation. Mais vous n'avez pas perdu votre droit d'ester en justice. D'accord. Voilà. Non, vous n'avez jamais été appelé. Non, mais donc, du coup, j'ai voilà. peur du ricochet, en fait. Mais du coup, vous n'avez plus de mandataire. Le mandataire est défaillant parce que c'est ça aussi, normalement. Alors, c'est là où, en fait, comme je ne suis pas dans les résultats, à mon sens, il était défaillant, mais il a eu gain de cause. Donc, je ne sais pas. Comme j'ai rien, je ne peux pas arbitrer. Et du coup, moi, j'ai un silence en face, puisqu'en fait, le client, il se dit bah oui, mais j'ai payé, entre guillemets, 100 000 € d'honoraires. Donc, les royalties du co-traitant, c'est pas à la mesure des 100 000 €. Hein. Oui, et encore une fois, voilà, vous n'étiez pas dans la procédure, donc vos droits. Vous avez effectivement le droit de faire valoir. D'accord, donc je peux quand même y aller. Donc, il faut que j'y aille. Oui, il faut y aller. Et puis encore une fois, là, ça mérite quand même de vérifier quel type de contrat c'est. Parce que là, on n'est pas sur du contrat comme on échange tout à l'heure. C'est quand même très particulier, le marché public. Donc, il faut voir si un CCAP, si un CCAG qui est applicable. Donc là, je vous sollicite directement la MAF pour... Oui, vous pouvez nous solliciter. Parce que du coup, forcément que la MAF a été dans tout ça. Ouais, Elle a interrogé, hein, puisqu'on est assuré pour ça aussi. Ouais, oui, dans ces cas-là, il faut voir directement avec la MAF pour qu'on puisse voir ça, en fait. Ok. Merci. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout, vous avez des outils à disposition. Vous avez votre ordre, vous avez la MAF, vous avez nous. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Nous, ça nous arrive, hein, où on nous pose une question, on va dire, écoutez, là, c'est pas du tout notre domaine, mais allez voir la porte d'à côté, on va vous répondre. On ne vous claquera jamais la porte au nez. Donc, n'hésitez surtout pas à solliciter. Si vous sollicitez la MAF, vous posez une question, vous allez avoir une réponse, puis après, en fonction de la réponse, vous allez aviser. Mais au moins, vous aurez une réponse. Vous resterez pas avec votre questionnement. Voilà. Mais n'hésitez surtout pas nous, des fois, décrocher le téléphone ou l'ordre, pareil. N'hésitez surtout pas à interroger. Moi, il faut conclure. Bon, écoutez. Du coup, on voulait vous remercier pour cette qualité d'échange et votre présence ce soir. Vous remercier aussi d'avoir fait le déplacement et d'être présent au siège de Rouen. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en replay, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et puis effectivement, l'idée de ce temps d'échange très enrichissant, c'est de pouvoir partager des choses, d'avoir des retours d'expérience pour pouvoir effectivement consolider, on va dire, nos pratiques. Et puis garder, on va dire, des relations contractuelles avec nos maîtres d'ouvrage de manière claire et efficace. Ouais, juste un mot pour terminer. Effectivement, c'est un nouveau format pour nous, c'est un nouvel exercice pour Aurélie et moi, mais au-delà de ça, la démarche que nous, on a voulu faire avec l'ordre, c'était aussi de se croiser entre ordres. Parce qu'on travaille ensemble, hein, on ne se découvre pas aujourd'hui et on a des travaux aussi en parallèle avec l'ordre des notaires. On met en place justement ce croisement d'ordres et on se rend compte que nos professions, on a l'habitude de travailler ensemble, on se croise. Et là, l'idée, c'était de prendre un temps d'arrêt, d'échanger. Et on se rend compte qu'on a besoin mutuellement. Et effectivement, vous avez raison, on ne nous claque pas la porte. Et si vous n'avez pas les réponses, souvent on montre du doigt où on doit aller. C'est pareil avec notre partenaire MAF. Effectivement, j'ai envie de dire, vous pouvez la solliciter, mais il faut être adhérent. Donc, a priori, oui. Il ne faut pas imaginer qu'aujourd'hui, madame repart avec des dossiers. Des petits bulletins d'adhésion, par contre. Mais effectivement, voilà. Donc, merci beaucoup. Donc là, le but du jeu, c'est qu'on va pouvoir clore la caméra, puisque vu qu'on va boire un coup, on n'est pas obligé d'être filmé. Non. Je voudrais juste rajouter que, si vous avez d'autres suggestions, que ce soit en termes d'échange, en termes d'intervention, l'idée, effectivement, là, c'est notre premier, mais si on peut en faire d'autres et vous accompagner au mieux dans l'exercice, n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Il y aura un support vous avez l'adresse de l'ordre. Quand ça va être diffusé, il y aura moyen de mettre des commentaires.
Donc effectivement, on est preneur de nouvelles pistes, de nouvelles thématiques. On en a déjà une en cours avec nos amis commissaires de justice qui sera pour 2026, donc qui sera sur le constat. Ça sera beaucoup plus détendu que le recouvrement d'honoraires. Quoique. Donc voilà, donc on a déjà cette thématique-là, que c'est un projet pour 2026. Donc voilà, mais on est vraiment preneur d'idées pour faire vivre l'ordre, parce que l'ordre, c'est vous. Donc voilà. Merci beaucoup. Bon, merci.